Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons donc cette deuxième partie de l'après-midi avec une conférence. C'est du coup la première conférence de cette semaine, outre la conférence inaugurale avec les premiers temps de partage aujourd'hui, sur les Soudanais du Darfour. Laurent Corot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour présider cette séance et conduire les entretiens avec nos deux invités. Que vous allez présenter plus précisément dans un instant. Donc, Souleymane Baldo, vous êtes expert indépendant aux Nations Unies. Merci beaucoup d'être là. Vous venez des États-Unis, de New York, pour être avec nous aujourd'hui. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, notamment de l'Afrique centrale. À vos côtés, Jérôme Toubiana, vous êtes anthropologue, journaliste et spécialiste du Soudan et du Tchad notamment. Vous avez publié, je crois, Laurent, vous allez évoquer plus précisément tous ces éléments. Je vais vous laisser tout de suite la parole pour ces premiers échanges. Nous sommes en 2023, donc exactement 20 ans après le début du conflit et des persécutions et des atrocités de masse au Darfour qui ont débuté, on le dit plus précisément, en 2003. Merci beaucoup. Merci Pauline, bonjour à tous. Merci d'être venu participer à cette première rencontre du cycle Atrocités de masse au XXIe siècle proposé par le Mémorial de la Shoah. Merci à vous tous également qui nous suivez sur les environnements numériques du Mémorial. Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale et nous allons donc nous intéresser cet après-midi à ce qui s'est passé il y a 20 ans dans l'ouest du Soudan, dans une région qui s'appelle le Darfour, où une violente campagne de contre-insurrection a été déclenchée contre les civils à partir de 2003. Alors on a parfois besoin de chiffres pour visualiser l'ampleur des violences qui ont été commises. Et bien sur le Darfour, l'ONU a parlé de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Et même si ces statistiques ne font pas l'unanimité, eh bien, elles permettent d'imaginer au moins à quel point les communautés de cette région ont été emportés, endeuillés, déstructurés par les violences qui ont frappé le Darfour au début du XXIe siècle. Ces violences, justement, en quoi ont-elles consisté? Quelle a été leur mécanique? Comment peut-on les qualifier? Est-ce qu'on a assisté à un nettoyage ethnique, comme l'ont dit certaines ONG? Est-ce qu'on a assisté à un génocide, comme l'ont par exemple déclaré les autorités américaines? Pour en débattre, nous recevons dans cet auditorium 2 chercheurs qui ont suivi depuis le début la crise du Darfour. Jérôme Toubiana. Jérôme, vous êtes anthropologue, journaliste, spécialiste du Soudan et du Tchad. Vous avez largement exploré dans une série de rapports le rôle des groupes armés du Darfour et du Tchad dans la géopolitique régionale et vous êtes l'auteur en 2010 d'un ouvrage signé Chronique du Darfour chez Glénat. Souleymane Baldo, vous avez fondé le Sudan Transparency and Policy Tracker, qui est un think tank qui travaille sur les questions de corruption au Soudan. Vous avez également dirigé le Sudan Democracy First Group, qui essaie de faire avancer la question de la démocratie et de la paix au Soudan. Vous avez par ailleurs joué un rôle moteur dans la réflexion sur le Soudan au sein de plusieurs organisations, The Century, Enough Project, International Crisis Group, Human Rights Watch, pour ne citer que celle-là. Merci donc à tous les deux d'être avec nous cet après-midi pour faire la présentation la plus pédagogique possible. Je vous propose que nous examinions ensemble 2 cartes et puis que nous passions par 6 étapes qui vont aller de l'éclatement de la rébellion jusque les questions de justice et de mémoire, en passant par l'actualité la plus récente, à savoir la crise que traverse actuellement le pays. Et puis donc à la suite de cet exposé initial qui pourrait nous occuper peut-être pour 1 heure à peu près, nous passerons le micro à la salle pour les commentaires et les questions. Pour bien comprendre donc ce qui va se dérouler au début du XXIe siècle au Darfour, nous vous proposons tout d'abord 2 cartes. La première, Jérôme Souleymane, celle qui est derrière nous, c'est une carte qui montre que les modes de vie présents au Darfour sont ou étaient, peut-être faut-il employer le passé, imbriqués dans cette région. Des modes de vie nomades, semi-nomades, sédentaires. Jérôme. Il y a effectivement
des éleveurs nomades et semi-nomades, qui sont plutôt des populations, des communautés qui ont une identité arabe, mais pas seulement. Il y a aussi effectivement des cultivateurs sédentaires qui sont plutôt ce qu'on appelle même localement les communautés non arabes. Et il y avait effectivement une forte imbrication par les échanges, notamment de ces populations, une complémentarité des modes de vie, des migrations aussi, qui obligeaient les nomades à s'entendre avec les sédentaires pour traverser leur territoire. Donc c'est vrai, la coexistence était plutôt la norme, mais il y avait déjà des tensions tout de même qui avaient été en particulier aggravées par le changement climatique, avec des grandes vagues de sécheresse dans les années 1970 et 1980, qui ont poussé les populations du nord vers le sud, qui ont provoqué une concentration plus forte des populations sur les terres les moins arides, et qui ont donc créé aussi des conflits fonciers entre les nouveaux arrivants et les premiers occupants des terres. Il y a eu aussi une forte croissance démographique, hein, comme dans tout le Sahel, mais peut-être plus qu'ailleurs, avec aussi une émigration des pays voisins, comme le Tchad, et une pression démographique aussi sur les mêmes terres, donc qui ont aggravé ces conflits. Donc il y a eu des guerres d'avant la guerre, si on peut dire, qui n'ont pas forcément été perçues, bien perçues dans le reste du monde. En particulier, il y a eu un gros conflit entre les Arabes et les Fours, qui sont la première communauté, la plus importante communauté non arabe du Darfour dans les années 1980, et puis dans les années 1990, entre les Arabes et les Massalites, une autre communauté non arabe. Et il y avait des mécanismes traditionnels, hein, Laurent, comme vous le disiez, mais ils se sont, pour régler les conflits, ou pour les prévenir, mais ils se sont érodés. Et notamment parce qu'il y a eu, c'est à mon avis le point clé, il y a eu des interventions du gouvernement central qui, en parallèle, avant même le régime islamiste d'Omar Béchir, il y a eu un gouvernement central qui revendiquait de plus en plus, parfois pour des raisons même de géopolitique internationale ou de cohésion intérieure, une identité arabe pour l'ensemble du Soudan. Donc il y avait une crise identitaire, hein, qui est la cause de tous les conflits au Soudan, un des facteurs de tous les conflits au Soudan. Et donc dans le cadre de cette revendication identitaire centrale du gouvernement central, il y avait des interventions au Darfour de Khartoum qui étaient de plus en plus biaisées en faveur des communautés arabes. Parce que donc les communautés dont on parle au Darfour, hein, pour être tout à fait pédagogique, c'est d'un côté pour schématiser les Arabes dans leur diversité, et de l'autre les Fours, les Massalites, les Agawas, c'est ça? Si on schématise, oui. Voilà, on décrit comme les populations dites africaines. La deuxième carte, peut-être pour rentrer dans ce sujet, c'est une carte qui met plutôt en évidence la place du Darfour, cette fois-ci au sein du Soudan. Et là, on le voit très clairement, Souleymane, le Darfour fait en fait partie de ce qu'on pourrait appeler les périphéries marginalisées du Soudan. Certainement, le Darfour n'est pas du tout pauvre. C'est une région qui contribuait considérablement à la richesse nationale du Soudan, à cause des richesses animales, richesses agricoles, richesses en matières premières, richesses humaines. C'est l'une des régions les plus peuplées, les plus productrices dans le pays, et que sa contribution dans le produit national brut du Soudan a toujours été très élevée, sauf que la richesse flot du Darfour vers le centre et ne revient jamais en termes d'investissements sociaux ou bien en termes d'investissement dans le développement économique, le développement social, dans l'éducation, dans la santé, ainsi de suite. Donc ça crée un sentiment de marginalisation pour toute la population de Darfour et pas seulement les Arabes ou bien soi-disant les Noirs. Je veux dire qu'avant l'éclatement de ce conflit, ou peut-être juste avant l'éclatement du conflit en 2003, les notions, l'identification d'Arabes et d'Africains n'apportaient pas de significance au-delà d'une identification culturelle. Ce n'était pas une identification raciale. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas distinguer entre ce qui est arabe et ce qui est non-arabe, sauf que le mode de vie définissait par les Arabes étant des pastoralistes, et puis les groupes qui sont restés plus proches de leurs origines autochtones africaines ne s'intéressaient pas à s'appeler des Arabes, mais leur mode de vie. Qu'est-ce qui fait que cette catégorisation va s'implanter? C'était une catégorisation culturelle, sociale, mais pas entendue comme raciale ou politique. Juste au moment où le gouvernement central de Khartoum commence à jouer à ces différenciations, afin de préserver le pouvoir à Khartoum, n'est-ce pas, en mobilisant les groupes locaux sur, disons, en quelque sorte, en militarisation
de l'ethnicité, n'est-ce pas, à des fins qui concernent Khartoum. Et donc, c'est la manipulation de Khartoum, de facteurs ethniques, qui a créé les divisions au Darfour, qu'auparavant n'étaient que de divisions culturelles et sociales. Je pense qu'il faut peut-être rappeler rapidement le passif ou le passé, et sur la marginalisation, qui est vraiment une autre des causes du conflit. C'est que le Soudan, depuis son indépendance en 1956, c'est un pays extrêmement centralisé en termes de manière d'administrer ce qui était le plus grand pays d'Afrique. Et donc, depuis l'indépendance, le pouvoir a été remis quasiment par le pouvoir colonial entre les mains de politiciens qui, en fait, appartiennent aux mêmes communautés, parfois à quelques familles, et donc qui ont, pour pouvoir régner ce pays immense et difficile à gérer, pour pouvoir le gérer, ont finalement orchestré une forme de marginalisation à la fois politique et économique, comme le disait Souleymane, de toutes ces périphéries. Pas seulement le Darfour, mais d'abord le sud, le Kordofan aussi, et le Nil bleu, qu'on voit là sur la carte, qui sont au centre, en fait, aujourd'hui, de l'ancien Soudan, puis le Darfour et même l'Est. Et donc, notamment, pour faire face à la guerre au sud qui a commencé très tôt, immédiatement à l'indépendance, il fallait essayer de mobiliser le reste de la population. Et pour ça, le choix a été fait, en fait, de faire appel à une identité à la fois islamique et arabe, qui permettait aussi, bien sûr, d'avoir du soutien à l'extérieur dans le monde arabe. Et donc, cette marginalisation dont vous parliez à l'instant, c'est l'un des moteurs de l'entrée en rébellion du Darfour. On a l'habitude de parler de 2003 pour cette entrée en rébellion, puisqu'en 2003, la crise prend une énorme visibilité avec l'attaque le 26 février d'un groupe de rebelles contre la localité de Golo, qui est située dans le massif du Djebel Mara. 26 février 2003, c'est la date qui est le plus souvent citée. Est-ce que c'est aussi celle que vous retenez, vous, pour cette entrée en rébellion? Est-ce que vous préférez faire référence à d'autres événements? Et comment est-ce que vous analysez justement cette entrée en rébellion du Darfour? Je commence. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on considère que la guerre a commencé généralement le 26 février 2003. C'est le moment où il y a des combattants de ce qu'on appelait alors le Front de libération du Darfour. C'est un nom qui a cessé ensuite d'exister. Ont attaqué ce village de Golo dans les montagnes du Jebel Mara. Et alors, ils se sont baptisés Armée de libération du Soudan. Donc c'est surtout pour ça que la date a été retenue. Mais pourtant, quand on demande aujourd'hui encore aux rebelles, ils considèrent généralement que la vraie naissance a eu lieu 2 ans plus tôt, en 2001, dans un endroit qui s'appelle Abu Gamra, qui est plus au nord. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque arabe dans le voisinage, et avec une tuerie de peut-être plus de 70 civils non arabes. Et alors les jeunes locaux ont formé un groupe d'autodéfense, comme il y en avait déjà au Darfour. Et ce groupe d'autodéfense de la communauté Zarawa, en fait, a reçu du soutien d'autres groupes d'autodéfense four, et ils ont formé ce Front de libération du Darfour, donc en 2001. Et ils ont décidé que, plutôt que de prolonger un cycle de vengeance sans fin qui avait déjà commencé contre les Arabes, ils devaient plutôt cibler le gouvernement, et puisqu'ils accusaient ce gouvernement de soutenir les attaquants arabes. Donc c'est un vrai changement de stratégie et l'émergence d'une stratégie politique. Et ils ont déjà attaqué à ce moment-là un camp de la police, donc à Abu Gamra, et puis une première fois ce même village de Golo en 2001, qui est donc un lieu symbolique. Et cette histoire est connue, elle était déjà connue en 2003-2004. Mais récemment, je suis allé, juste avant le conflit actuel, je suis allé à Abu Gamra pour la première fois, et tout le monde m'a répété que c'est vraiment ici que tout a commencé. Donc c'est ce que les historiens, je pense, retiennent déjà en réalité. Vous parlez de groupes d'autodéfense, Jérôme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une menace en fait contre ces populations Four, Massalit, Zagawa, qui les force à s'organiser déjà à ce moment-là, avant que la crise entre dans sa période paroxystique? Les événements qui ont amené à l'éclatement justement à cette rébellion, ça remonte aux années 70, n'est-ce pas, avec la pression écologique et, disons, l'effet de climat et l'avancement du désert vers les terres les plus agricoles les plus riches. Et donc, les pastoralistes du nord de Darfour commencent à descendre de plus en plus au sud, à s'installer là-bas pour des périodes plus longues. Donc, il y a eu des frictions localisées pour la compétition sur les pâturages et l'eau surtout, et la destruction des fermes, des fermiers installés, le four, les agawas, parce que c'était ça leur mode de vie, le fur et les messalites surtout.
Les Arawas se sont adaptés à ce changement climatique en se donnant de plus en plus dans l'entrepreneuriat et dans le commerce. Ils ont migré vers tout le centre de Soudan en pratiquant le commerce à travers le pays, mais en bien gardant les liens intercommunautaires au sein de leur communauté. Donc ils sont restés très forts et unis malgré les réclatements géographiques. Les frictions qui existaient étaient toujours, disons, entre pastoralistes et agriculturistes, étaient toujours très localisées. Mais dans les années 80 a commencé pour la première fois l'apparence de cette notion d'une identité arabe. C'était fabriqué, disons, par des élites, disons, des professeurs, des chefs traditionnels de groupes différents qui se disent d'origine arabe, qui s'identifient comme d'arabes, à des fins d'acquisition des postes dans le gouvernement élu de Sadiq al-Mahdi. C'était dans les années 85, 6, ils ont fait un mémorandum très connu, disons, Tayammu al-Arabi, l'Alliance arabe. Et on a vu ça se traduire sur le terrain par des alliances entre différentes tribus arabes attaquant, par exemple, dans une friction locale comme un groupe. C'était ça pour la première fois, ça arrivait. Avant, c'était des conflits sur les ressources, souvent entre deux groupes voisins. Mais cette fois-ci, il y avait un groupe s'identifiant comme groupe arabe qui s'attaquait à des groupes, disons, d'origine africaine. Et c'est cela qui a créé une certaine conscience d'identité dans l'autre groupe. Deuxième chose, l'abondance des armes modernes. Dans les années 70, c'était le Gaddafi, dans la zone de Sahel. C'était aussi ces brigades islamistes qui cherchaient à armer dans toute la région de Sahel, en faisant du Darfour un plat pour l'expansion vers le Sahel. Et donc, il a envoyé beaucoup d'armes et toutes les tribus se sont armées à cause de cela. Et c'est là, Jérôme, que les groupes d'autodéfense ont apparu, n'est-ce pas ? 2002, il faut se rappeler que c'était l'année où le processus de paix entre le gouvernement central de Khartoum et le Sudan People's Liberation Movement au Sud-Soudan commençait au Kenya. Des négociations sur l'avenir national du pays dont le Darfour n'était pas sur la table, n'est-ce pas ? Les Darfouriens n'étaient pas représentés à ces négociations. Et c'est pourquoi j'attribue l'apparition du Sudan Liberation Movement à ce moment historique, parce qu'ils se sont inspirés du mouvement de John Garang, Sudan People Liberation Movement. Et d'ailleurs, si on voit le manifeste de ce qui est devenu le Sudan Liberation Movement, c'était vraiment très inspiré, parce que mot par mot, du manifeste de Sudan People Liberation Movement. Ça donne la dimension nationale de ce mouvement d'insurgence qui est apparu au Darfour 2002-2003, parce qu'il voulait faire entendre la voix des Darfouriens dans les négociations nationales sur la disposition politique après, disons, la fin de la guerre majeure, la guerre civile entre Khartoum et le Sud-Soudan. Mais on a donc avec ces rébellions une forme de réponse à ce qui est perçu comme une menace arabe, entre guillemets, avec une organisation des populations arabes, c'est ça ? Non arabe. Voilà. Non arabe d'un côté, arabe de l'autre. Moi, je n'utilise pas trop le mot africain, je préfère dire le mot non arabe, d'abord parce que c'est ce qui se dit localement au Soudan et au Darfour, et aussi parce que les Arabes du Darfour sont aussi des Africains. Mais il y a une autre date qui est importante, si on parle vraiment du déclenchement, notamment du déclenchement de la contre-insurrection et du ciblage des civils. C'est avril 2003, parce qu'à ce moment-là, donc, les rebelles, qui étaient tout petits à l'époque, qui étaient de tout petits groupes, recrutant donc parmi notamment ces groupes d'autodéfense non arabes, ont attaqué l'aéroport de la ville d'El Fasher, qui est la capitale régionale et la capitale historique du Darfour, et ont détruit au sol les avions gouvernementaux. Et ça, pour faire écho à ce que disaient les conférenciers précédents, ça a été une humiliation pour le gouvernement central. Et c'est à ce moment-là que Khartoum a choisi de répondre en recrutant massivement des milices arabes, qu'on a surnommées les Janjaweed, et en les utilisant
pour cibler systématiquement les communautés non arabes. Ça nous amène effectivement tout naturellement à ce qu'a été la stratégie gouvernementale de contre-insurrection, la réponse à cet éclatement de la rébellion. Le gouvernement, vous le disiez, va en fait beaucoup s'appuyer sur ces milices arabes qui vont être désignées de manière un peu globale par le nom de Njanjaweed. On va évidemment essayer de décrire leur mode opératoire dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Pourquoi s'être appuyé sur les Njanjaweed? Pourquoi ne pas simplement avoir demandé à l'armée de mater ces rebelles qui apparaissaient dans le Darfour? Souleymane, Jérôme. L'armée soudanaise, c'est une armée traditionnelle, nationale, conventionnelle, de la période de la guerre froide, et donc elle n'était pas du tout adaptée à mener une campagne de contre-insurgence. Elle voulait combattre les rebelles avec leurs propres moyens, c'est-à-dire avoir des unités légères, des unités qui peuvent se déployer rapidement et prendre l'effet de surprise chez l'ennemi, c'est-à-dire les groupes insurgés. Et donc, ils ont tout d'un coup, il y a la solution simple et qui ne coûte pas beaucoup, c'est d'armer des milices, disons, tribales, locales, pour qu'ils s'attaquent aux rebelles, au mouvement rebelle au début. Mais pour le faire, ils avaient à s'allier avec les tribus, leurs chefs traditionnels, et promettre des compensations, n'est-ce pas? Et les tribus donc avaient un intérêt manifeste à se joindre à cette campagne de gouvernement. C'était toute une stratégie très délibérée, bien dessinée, bien décidée par l'État du Soudan. Il ne faut pas s'en tromper, parce que 2004, le chef de l'Alliance nationale de sécurité, le NIS, National Intelligence Security Services, avait donné un entretien à Reuters en disant le gouvernement a décidé d'armer les tribus pour mater les rebelles au Darfour. Et cette politique, il a dit, a causé des dégâts, on le sait, mais on ne peut pas permettre à ces rebelles de perturber le projet national. Il a reconnu le rôle du gouvernement en décidant cette politique officielle d'armer les tribus. Et donc l'avantage, bien sûr, c'est un avantage de sécurité, sans compter ou bien en ignorant les conséquences de ce que ça veut dire en termes de violation massive des droits de l'homme par ces milices et de crimes d'atrocité continuels commises par ces mêmes milices. Et d'un mot, Souleymane, qui sont-ils, ces Njanjaweed? Alors, les Janjaweed, c'est un nom d'imaginatif collectif des populations qui étaient sous attaque, n'est-ce pas? Le fait de milices existait auparavant. Mais ces groupes-là, disons, à cause de la campagne massive d'attaques systématiques et partout sur les villageois établis qui ont été attaqués, rien que pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur identité, comme Four ou bien comme Zarawa ou comme Massalit ou comme groupes qui sont censés être liés par leur ethnicité tout simplement aux rebelles. C'était toujours des attaques de surprise, mais à la fois des miliciens, des forces terrestres de l'armée soudanaise et de l'aviation de guerre soudanaise qui bombardaient ces villages, n'est-ce pas? C'était une stratégie militaire intégrée, n'est-ce pas? Les miliciens venaient sur des bêtes de combat, comme dire les chameaux, ou bien sortaient de nulle part et ils terrorisaient la population et on les appelait les Janjaweed, c'est-à-dire comment le traduire? Cavalier du diable, enfin c'est un essence possible. Le diable sur les cheveux, quoi, qui nous attaquait. On vient justement dans un instant sur le mode opératoire, oui, Jérôme. Si vous voulez bien tout dire, je voudrais qu'on revienne un peu sur la première question que vous posiez, qui est sur le moment du choix, en fait, le moment du déclenchement, et qui conduit aussi à parler de l'intention. Pourquoi d'abord, ce choix d'avoir recours à des milices? Je pense d'abord parce que l'armée avait échoué au Soudan du Sud, ce qui l'avait obligé à des négociations qui allaient quand même conduire à la perte d'un tiers du territoire du pays. Et il le savait déjà. L'armée avait été défaite et elle avait été aussi humiliée, comme on le disait, à El Fasher, par un petit groupe de rebelles avec 13 voitures. Plus, l'armée était composée aussi de nombreux soldats non arabes. D'où ce choix.
À ce moment-là, il faut essayer d'imaginer ce qui s'est passé. On le sait, et on le saura peut-être jamais totalement, mais on le sait un peu. On sait qu'il y avait au sein du pouvoir deux groupes concurrents de responsables, des conseillers, des ministres, des gouverneurs, c'est-à-dire des responsables pas de premier rang, mais de second rang, qui étaient du Darfour. Un groupe arabe et un groupe non arabe, mais qui déjà jouaient un rôle d'intermédiaire avec ce territoire géré de loin. Et donc, ces groupes ont donné des conseils différents au pouvoir central. Les non-arabes ont suggéré que ce serait simple de négocier avec ces petits groupes rebelles et de leur donner un peu d'argent, un peu ce qu'ils voulaient. Et les Arabes ont suggéré que la solution militaire était possible et que si on armait leur communauté, les communautés arabes, ils pouvaient mettre fin à la rébellion. Et donc, il y a à ce moment-là le président, Bachir, avec une petite clique autour de lui, vraiment une petite clique de décideurs qui ont choisi la deuxième option. Et donc, c'est-à-dire une contre-insurrection massive impliquant ces milices recrutées parmi les communautés arabes, mais aussi l'armée régulière, et ciblant systématiquement les communautés non arabes. Et c'est là que je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour parler de l'intention, parce que si on revient à cette décision de déclencher cette contre-insurrection, cette répression en armant des communautés contre d'autres, on peut se demander si Béchir lui-même, ou sa clique, avait l'intention d'exterminer, pour prendre un peu les termes des définitions qu'on nous a lues précédemment, tout ou partie des communautés non arabes. Ça, c'est probablement impossible de le savoir, mais ce qu'on peut dire, c'est que Béchir ne pouvait être que conscient que cette contre-insurrection signifierait nécessairement des massacres de civils non arabes. Je pense qu'il savait que l'armée était susceptible de se battre comme elle s'était battue au Soudan du Sud. Là, je parle de l'armée régulière, c'est-à-dire au Soudan du Sud, l'armée tuait des civils. Et il savait aussi que les milices, les paramilitaires arabes, étaient également susceptibles de se battre comme ils avaient combattu au Soudan du Sud. Il y avait déjà des milices au Soudan du Sud et dans les zones dites de transition comme les monts Nouba, le Nil Bleu, c'est-à-dire en tuant des civils sur la base de leur identité. Et on sait que Béchir a donné carte blanche aux milices arabes et qu'il savait qu'elles avaient de vieilles querelles encore en cours avec les communautés non arabes et qu'elles profiteraient de cette occasion pour commettre des crimes. Pour les recruter, il a joué sur des concepts d'identité, voire de race. Et le régime se présentant lui-même comme arabe, il a fait appel à la solidarité des Arabes du Darfour, à une solidarité identitaire, ou on peut dire ethnique ou raciale. Donc il savait que cela se traduirait par un ciblage systématique des communautés non arabes. Je pense qu'il était aussi conscient que peut-être pas tous, mais certains des dirigeants arabes qui l'utilisaient comme intermédiaire et qui lui ont conseillé de former ces janjaouids, que certains d'entre eux, certains des dirigeants aussi des milices sur le terrain et des combattants sur le terrain, pouvaient utiliser cette carte blanche pour exterminer. Et là, je suis obligé de me référer à mes notes et de lire un peu, mais je voulais me référer à un autre de nos collègues spécialistes du Soudan, qui a écrit déjà assez anciennement, donc peut-être pas il y a 20 ans, mais il y a peut-être 15 ans, qui a écrit « Une chose est sûre, les gens qui ont décidé d'utiliser, c'est Alex de Waal que je cite là, les gens qui ont décidé d'utiliser les milices ethniques comme force de contre-insurrection savaient exactement ce que cela signifierait. Ils avaient utilisé des milices similaires depuis 1985, là il parle du Soudan du Sud, et avaient vu les résultats. Et là, de Waal a forgé une expression, celle de génocide par habitude. Et je pense que c'est très vrai que le gouvernement soudanais a mené sa guerre au Darfour de la même manière qu'il avait mené sa guerre au Soudan du Sud et dans les monts Nouba, et donc avec des conséquences similaires. Sur cette question des intentions, Souleymane, quelle est votre analyse ? Citer ce que Salah Ghosh, directeur de l'Agence nationale de sécurité, avait dit donc, dans un interview de médias, et qui montrait qu'il y avait une intention et une politique du gouvernement de Soudan d'armer les tribus et d'utiliser contre la rébellion naissante. Et donc il y avait une intention, peut-être dans leur esprit, il expliquait ça comme une forme de collection collective pour les populations qui appartenaient par leur identité au même groupe, sans rappeler que les rebelles du Darfour au départ étaient quelques centaines. Ce n'était pas une rébellion populaire massive comme, disons, le Viet Cong au Vietnam, ou bien une population entière armée contre, disons, l'oppresseur. C'était vraiment quelques jeunes gens
souvent des étudiants d'écoles secondaires ou bien des jeunes gradués d'université qui ont voulu dire nous devons avoir notre droit sur le soleil, nous devons avoir notre reconnaissance comme Soudanais, comme étant, disons, habilités d'avoir un rôle à la fois dans la gestion de notre région et la gestion nationale. Il fallait supprimer ça. Disons, le gouvernement ne voulait pas en entendre parler. Donc il y avait une intention de disons, de punition collective et sur la base d'identité. Il y avait donc carte blanche pour les milices et pour l'armée de l'air et pour l'armée de terre de faire ce qu'ils veulent avec ces groupes. N'est-ce pas? Je suis sûr qu'au moment de la vague d'attaque de 2003-2004, il y avait pas seulement des centaines, mais peut-être des milliers de villages qui ont été bombardés, attaqués, brûlés, comme l'image est bien connue de cette période-là, comme celle qui est derrière nous là. Et donc, l'intention génocidaire, pour moi, ne fait pas de doute. On va en parler justement dans un instant. Intention, donc, vous le dites, de punition collective. Mais Jérôme Toubiana, qu'est-ce qui pousse les Njanjaouides, eux, à participer à cette campagne de contre-insurrection? Est-ce qu'il y a de leur part la volonté, par exemple, d'enlever certains territoires aux Four, aux Massalites, aux Agawa? Pour reprendre le titre d'un article que vous avez écrit, est-ce que le Darfour, c'est un conflit pour la terre? Oui, il y a la volonté de prendre des terres, en particulier pour certaines communautés arabes qui ont été les plus volontaires, on peut dire, les plus zélés parmi les Janjaouides, parce que c'était des communautés qui n'avaient pas de terre, soit parce qu'ils n'en avaient pas dans le système traditionnel, ils étaient nomades, soit parce qu'ils venaient du Tchad, par exemple. Et ils ne voulaient pas seulement des terres parce qu'ils avaient besoin de terres, mais aussi parce que dans le système qui est, disons, à moitié traditionnel, mais aussi moitié politique, au Darfour, avoir des terres, c'était la garantie d'avoir des titres dans la chefferie traditionnelle qui continuaient à jouer un petit rôle. C'était donc la garantie d'obtenir un petit peu plus de pouvoir traditionnel. Et ce pouvoir traditionnel pouvait conduire à obtenir un peu plus de pouvoir politique. Il y avait aussi une motivation économique, aussi bien pour les combattants, ceux qui prenaient les armes, que pour leurs parrains plus politiques, chefs traditionnels ou autres. C'est qu'il y avait des récompenses, du salaire, des cadeaux, et puis il y avait la récompense qu'on pouvait, comme souvent dans ce type de conflit, qu'on pouvait s'attribuer soi-même par le pillage. On en a parlé, mais ça me semble important qu'on puisse y revenir pour justement bien pouvoir qualifier ce qui s'est passé au Darfour. Comment se déroule cette contre-insurrection sur le terrain? Ce qui est même assez frappant, c'est qu'on voit le même mode opératoire se dérouler dans de nombreuses attaques de villages, avec des bombardements par l'armée régulière, puis après l'arrivée des Njanjaouides. Quel est le mode opératoire qu'on retrouve dans ces attaques? Souleymane. Des attaques sans discrimination, ils ne font pas, disons, c'est des attaques aussi dans lesquelles le viol a été utilisé comme une attaque, comme une arme de guerre, au fait. Pourquoi? Parce que le viol collectif, c'est une forme d'humiliation de ces communautés pour qu'ils ne soient plus de l'avis, disons, de s'opposer à la volonté du gouvernement. La destruction des biens culturels, des biens symboliques, des groupes qui sont attaqués. Très souvent, on trouve qu'ils ont détruit les mosques, le Coran. Ce sont des collections écrites à la main depuis des centaines d'années pour chaque groupe. Ça représentait une certaine fierté au sein de ce groupe. On détruisait tout, on détruisait le siège de sultan ou bien de nazir des groupes où ils auront une forme de musée communautaire où ils gardent les symboles de pouvoir de groupes particuliers, le siège, le bâton de pouvoir, l'habit cérémonial de nazir et tout ça. Tout ça a été brûlé pour détruire l'identité et la dignité de communautés entières, n'est-ce pas? C'était une dimension très peu documentée, mais c'était une dimension réelle dans cette mode opérationnel. Bien sûr, sur le plan sécuritaire, on n'avait pas besoin de brûler des centaines et des milliers de villages, mais il fallait le faire pour détruire aussi la base économique des communautés visées, pour qu'elles ne soient plus en mesure de
gagner leur vie et gagner un certain avancement sur le plan économique, sur le plan social, et puis ayant la terre aussi devenir plus important du point de vue, disons, politique dans la gestion régionale et locale. Et cela nous fait rappeler, comme Jérôme me l'a dit tout à l'heure en arrivant ici, encore cette identité de l'association arabe, n'est-ce pas? Ces intellectuels bien pensants qui ont fait sur papier des édicts comme quoi il fallait supprimer les groupes non arabes au Darfour pour que les Arabes soient plus en mesure d'avoir plus d'influence dans la politique régionale et la politique nationale. Avoir une position politique comme gouverneur ou bien comme commissaire d'une province, ça veut dire que vous avez les moyens de profiter des biens de l'État pour votre propre richesse, mais aussi pour le bien de votre communauté en leur donnant des services. Et eux, ils avaient tout un plan dans leur, dans leur littérature qui a fini par être connue, n'est-ce pas, pour priver les groupes non arabes de cet accès à la richesse de l'État et de les monopoliser dans les groupes arabes. Et donc, ce groupe-là jouait un rôle très important en s'alliant avec le gouvernement central et en aidant le gouvernement central dans la campagne de recrutement des milices locales, n'est-ce pas? Mais si on revient, disons, à la première carte, si vous voyez les zones au sud de la zone de désert et de la savane, c'est une région très stable. Il y a beaucoup de grandes tribus arabes qui vivent là-bas, n'est-ce pas, qui n'ont pas voulu se joindre à la campagne de recrutement du gouvernement de 2003-2004 parce qu'ils ne sentaient pas le besoin de le faire, n'est-ce pas? Ils ont leurs terres, ils ont leur déjà reconnaissance de la structure des pouvoirs de l'État, ils ont leur, disons, participation dans l'acquisition de richesses, soit par leur propre production, soit par, disons, c'est ce que le gouvernement central octroie. Et c'est seulement les groupes minuscules qui n'avaient pas un droit traditionnel à la terre, comme Jérôme vient de le mentionner, qui ont rejoint cette campagne parce que la terre était une promesse. Libérez cette terre, on va vous l'octroyer pour votre propre usage, n'est-ce pas? Et donc les terres, disons, à partir desquelles on a chassé les habitants originaux, jusqu'à ce jour, sont patrouillés par les milices pour empêcher ces gens de revenir, n'est-ce pas? Et donc, la terre, c'est central dans leur calcul et dans le mode d'opération de la campagne. Alors, comment qualifier ce qui s'est passé dans le Darfour? Comment faut-il en parler? Avec quel terme? Ce débat, en fait, sur la qualification des violences dans le Darfour, il ne s'est pas installé tout de suite après l'éclatement des violences. Et on a senti, dans un premier temps, beaucoup d'interrogations au sein des observateurs sur le choix des mots à employer. Dans un rapport, par exemple, de février 2004, qui s'intitule « Too many people killed for no reasons », Amnesty International parle de graves violations des droits de l'homme et de la loi humanitaire. En mai 2004, Human Rights Watch, dans son rapport Darfur Destroyed, parle de crimes de guerre et de nettoyage ethnique. Le 9 septembre 2004, le secrétaire d'État américain Colin Powell relance le débat en estimant devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain que ce qui se passe au Darfour correspond à la définition du génocide. Et pourtant, cette qualification, elle ne sera pas retenue plus tard par la Commission d'enquête des Nations Unies qui parle, elle, de crimes contre l'humanité. Alors, vous, quel terme est-ce que vous emploieriez? Comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé au Darfour? Et Jérôme, peut-être avant de répondre, vous pouvez nous dire ce que montre la photo qui est derrière nous. Oui, alors, et ça va faire un peu écho à ce que disait Souleymane sur la destruction culturelle aussi. Il y a écrit en arabe sur ce mur qui est noirci par un incendie, par la suite, donc il y a écrit Amsabas, ça veut dire en quelque sorte détruisez tout. Et au-dessus, il y a la signature, le nom d'un officier de l'armée régulière avec son régiment. J'ai pris cette photo en 2004 et c'est en fait un ordre de détruire et de tuer.
Et elle se trouve donc aussi dans la maison d'un chef traditionnel qui a à la fois été incendié, mais dans lequel aussi tous les biens culturels, y compris des documents, des titres de propriété foncière du XVIIIe siècle, ont été brûlés. Et aussi d'autres symboles traditionnels, des épées anciennes. J'y suis retourné il n'y a pas longtemps et ils ont réussi à retrouver des épées et des tambours de chefs traditionnels anciens, un peu en mauvais état. Ils ont réussi à en récupérer quelques-uns, endommagés. Alors, sur l'utilisation du mot génocide en 2004, peut-être avant de répondre sur comment aujourd'hui je verrais les choses, mais on peut peut-être prendre un peu plus de temps pour ça. Je voudrais aussi, peut-être là je m'excuse aussi de nouveau, je vais me référer un peu à mes notes, parce qu'il y a eu d'autres déclarations que celle d'Amnesty, je pense qu'il faut rappeler. Il y a eu toute une évolution en fait dans un contexte qui est vraiment particulier par rapport à l'utilisation du mot génocide en 2004, c'était que c'est le 10e anniversaire du génocide des Tutsis. Et ça, c'est vraiment important. Donc il y a eu des gens de différents bords qui ont essayé d'utiliser ces commémorations et aussi le souvenir de l'inaction internationale au Rwanda pour attirer l'attention sur le Darfour. En particulier, donc je vais citer quelques dates peut-être. Pour mémoire, en mars 2004, c'est à la veille de la commémoration du Rwanda, il y avait quelqu'un qui s'appelle Mukesh Kapila, coordinateur résident des Nations Unies au Soudan, britannique, qui en fait essayé de faire un coup de lanceur d'alerte et qui a qualifié le Darfour de génocide, le premier international, on va dire. Il a dit exactement, en fait, la manière dont il l'a fait montre un peu ce qu'il voulait dire. La seule différence entre le Rwanda et le Darfour, ce sont les chiffres. Il voulait dire le nombre de morts, ou l'intensité, quoi. En avril, après, de nouveau, exactement à la veille de la commémoration, il y a eu Samantha Power, dont on discutait auparavant avec Suleiman, qui était à l'époque journaliste, mais qui depuis est devenue une notable du pouvoir démocrate aux États-Unis, qui a dit « Souvenez-vous du Rwanda, mais agissez au Soudan ». Et à partir de là, ça a lancé une campagne aux États-Unis dont l'intitulé était « Le premier génocide du XXIe siècle ». Donc on voit bien qu'on est aussi dans les thèmes là, qui nous occupent. En juillet, il y a eu une résolution unanime du Congrès, donc droite et gauche, républicain-démocrate, du Congrès américain, qui a reconnu le Darfour comme un génocide. C'est la première reconnaissance officielle et qui oblige en fait l'exécutif américain à faire ce qu'il n'avait pas forcément envie de faire, c'est-à-dire quelque chose. On ne sait pas trop quoi, mais 2 jours après cette résolution, le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, demande une enquête. Et cette enquête conclut également au génocide. Et c'est là, en septembre, que Colin Powell, qu'on sent un peu obligé aussi, dit « Un génocide a été commis au Darfour et peut encore se produire ». Je cite les 2 bouts de la citation. La semaine suivante, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'on sent là aussi un peu contraint et forcé, établit une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête, en février 2005, elle n'est pas très à l'aise, mais elle conclut différentes choses. D'abord, elle conclut elle a été brève, l'enquête, en février 2005, elle conclut qu'elle n'a aucune preuve d'intention génocidaire en ce qui concerne le gouvernement central du Soudan. Donc elle se limite. Mais elle dit qu'il y a peut-être eu des individus, y compris des fonctionnaires, qui peuvent avoir eu une intention génocidaire. Mais elle se dit incapable, en fait. Elle dit qu'il s'agit d'une décision que seul un tribunal compétent peut prendre au cas par cas. Ce qui est le plus important dans ce que dit cette commission, parce qu'on peut prendre dans son rapport différents éléments, parfois un peu divergents, mais sa conclusion la plus importante est les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui ont été commis au Darfour, donc elle dit que des crimes contre l'humanité ont été commis, ne sont peut-être pas moins graves et odieux qu'un génocide. Je pense que c'est vraiment le point qu'il faut retenir de cette période-là. À la suite de cette commission, le Conseil de sécurité des Nations Unies a déféré le cas du Darfour à la CPI qui venait de naître quasiment. Et la conclusion arrive longtemps après, 4 années après. En 2009, la Cour pénale internationale, donc la CPI, délivre un mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'accusation de génocide est rejetée. Il y a un contre-effet qui est assez dommageable malheureusement, c'est l'expulsion de 13 ONG internationales qui représentaient la moitié de l'aide humanitaire au Darfour, donc les principales. Et en 2010, il y a un nouveau mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président Béchir, cette fois pour génocide, validé par 2 juges contre 3. Le 3e a rédigé une opinion dissidente. Donc c'est pour montrer que
le débat continue, mais que quand même, on penche de plus en plus vers une reconnaissance du crime le plus grave. Caractère génocidaire. Voilà, tout à fait. On reviendra peut-être plus sur les termes. Et on y reviendra très certainement quand la salle posera ses questions et fera ses commentaires, peut-être, puisque là, il nous reste un quart d'heure pour essayer de finir cet exposé initial. On peut parler de ce qui s'est passé après le pic de violence, d'ailleurs qu'on pourrait dater de quand, à partir de quand est-ce que la violence retombe un peu au Darfour, d'après vous, Souleymane? Malheureusement, 20 ans de violence continuelle au Darfour. Disons, s'il y avait des accalmies, quelquefois, ça ne durait même pas un an. Il y aura toujours un endroit où il y a des vagues de violence. Justement, à cause de cette politique de militarisation de l'ethnicité, le Darfour souffre jusqu'aujourd'hui de violences, disons, à répétition. Même cette semaine, il y a eu une attaque des milices qui sont intégrées dans les forces d'intervention rapide contre les citoyens de la ville de Jenéna sur la base d'ethnicité, n'est-ce pas? Et donc, la vague d'attaque, disons, initiale des Janjaouides contre les villages, après la destruction de ces villages, ayant chassé non moins de 2 millions de personnes qui se sont ruées vers les grandes villes de Darfour et qui sont jusqu'aujourd'hui, au fait, dans les camps de déplacés autour des grandes villes de Darfour. Il y a cette évidence réelle et actuelle de cette violence continuelle, n'est-ce pas? Parce que la vie dans un camp de déplacés est une forme de violence sans arrêt, n'est-ce pas? La suppression de l'identité des gens qui sont les nouvelles générations qui ont, disons, grandi dans des conditions d'emprisonnement réel. Elles ne peuvent pas sortir. La terreur qui sévit sur les gens qui s'y veulent revenir sur leurs champs pour essayer de cultiver, les femmes pour aller chercher du feu de bois et ainsi de suite, soit, disons, exposées au risque de viol, toujours, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une période paroxystique, pour reprendre l'expression utilisée dans la conférence inaugurale, Oui. Est-ce qu'il y a une période paroxystique pendant laquelle les destructions, les violences ont été particulièrement fortes? Oui, il y en a. Oui, Souleymane. C'est 2003, 2004, 2005, les choses, disons, commencent à se calmer un petit peu. Par la suite, il y a eu les missions, bien sûr, de l'Union africaine et UNITAMS. Ils ont calmé les choses un petit peu parce qu'il y avait des témoins internationaux sur place. Mais il y avait toujours des incidents de violence ethnique qui continuaient à Darfour comme résultat direct disons, de cette politique du gouvernement central qui continuait sans cesse jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'un des aspects importants de la violence au Darfour depuis 20 ans, c'est qu'il y a eu une reconnaissance par l'État des miliciens janjaouides qui ont été intégrés dans ce qu'on appelle les Rapid Support Forces, les forces de soutien rapide. C'est important puisque ça fait la jonction avec ce que le Soudan est en train de vivre à l'heure actuelle. Pour quelles raisons, Souleymane Ballo, est-ce que les autorités ont décidé de donner un cadre officiel à cette activité paramilitaire en créant les RSF? Avant l'RSF, il y avait des border guards, Haras al-Hudud. C'est-à-dire lorsque la campagne internationale disons, sur le massacre et les crimes d'atrocité au Darfour s'était intensifié dans l'an 2003-2004, le gouvernement a intégré tous les Janjaouides dans ce qu'ils appelaient Haras al-Hudud, mais sans les gardiens de frontières, mais disons, en gardant leur caractère ethnique, traditionnel, au sein de ce qui est devenu, ou bien censé être, un corps de l'armée soudanaise, n'est-ce pas? Sous le commandement direct de l'armée soudanaise. Mais en réalité, les chefs des Janjaouides restaient toujours en commande de leurs propres forces, selon une commande de ligne traditionnelle. Donc Moussa Hilal était toujours le chef de ce Haras al-Hudud, ou bien les gardiens de frontières. Et c'est seulement dans 2013... Moussa Hilal, qui était l'un des chefs des Janjaouides à l'époque. Voilà. On n'a pas encore parlé. Le grand chef. Le grand chef. C'était le grand chef des Janjaouides, oui.
Alors, 2013, 5 ans plus tard seulement, qu'on a créé les forces d'intervention rapide. Oui, 10 ans plus tard. Ouais. En fait, en 2013, il y a eu quelque chose de particulier, c'est que les milices arabes de différentes communautés arabes commençaient à se battre de plus en plus entre elles et à ne plus être contrôlées par le gouvernement, voire être complètement déloyales. Et en même temps, donc le gouvernement a eu de nouveau un choix à faire. Soit faire mettre au pas par l'armée régulière, il y avait déjà des conflits entre eux, comme aujourd'hui, mais plus petits, soit de nouveau reprendre le contrôle en les officialisant encore plus. Et donc en créant, il s'agissait d'abord, c'est ce qu'ils ont choisi, le dernier choix, il s'agissait d'abord de reprendre le contrôle, mais en créant une force un peu plus officielle, un peu plus efficace. Et ça a un peu marché, disons dans un premier temps, puisque ces forces de soutien rapide, elles ont plutôt obtenu des victoires. De facto, elles sont devenues hégémoniques au Darfour. Elles ont chassé les rebelles jusqu'en Libye et elles ont réussi à empêcher leur tentative de retour militaire. Mais il s'agissait aussi, de manière un peu plus, disons, politique, de créer un contrepoids à l'armée. Béchir était au pouvoir depuis longtemps. Il avait peur de la CPI et il a commencé à se méfier de l'armée. Donc ces forces de soutien rapide n'étaient pas sous les ordres de l'armée, mais sous les ordres des services de renseignement et de sécurité, auxquels Béchir faisait un peu plus confiance. Mais là aussi, il a commencé à s'en méfier, et ces forces de soutien rapide ont été mises sous le contrôle de la présidence, du président lui-même, comme une garde prétorienne, à son service, contre toute tentative de déstabilisation interne. Et donc c'est un peu toute l'ironie de la situation actuelle, puisque aujourd'hui, ces forces de soutien rapide sont quasiment aussi puissantes que l'armée, et se battent contre l'armée jusque dans la capitale. Cette situation actuelle, c'est donc celle d'une guerre qui a démarré il y a à peu près un mois, puisque c'était le 15 avril, avec deux généraux qui se font face. Mohamed Hamdan Daglo, qu'on surnomme Hemeti, qui s'est appuyé sur les FSR pour obtenir la place de numéro 2 de la junte soudanaise, et puis le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan, qui lui dirige les forces armées soudanaises, les forces régulières. On parlera peut-être plus de l'actualité dans le débat avec la salle tout à l'heure. Moi, je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur une question, finalement, au sujet de cette actualité soudanaise. Est-ce que vous diriez, Souleymane Baldo, que ce qui est en train de se passer est lié à une forme de mauvaise gestion par la communauté internationale de ce qui s'est passé il y a 20 ans au Darfour? Est-ce que ce que le Soudan est en train de vivre s'apparente à des métastases de la crise du Darfour? Il faut se rappeler que les Janjaouides sont des créations du régime d'Omar al-Béchir. 2003, il y a un certain jeune officier de moyen rang, Abdel Fattah al-Bourhan, qui a été déployé au Darfour comme officier de liaison entre l'armée soudanaise et les Janjaouides. Donc il y a déjà une entente, une liaison, travail main en main avec les milices. Et lorsque le corps de gardien de frontières a été créé, le Haras al-Hudud, c'était le premier commandant de Haras al-Hudud, Abdel Fattah al-Bourhan. Donc c'est une liaison, disons, vraiment, dès le premier jour, c'est l'armée soudanaise qui a créé ce monstre qui sont les milices et qui sont devenus Haras al-Hudud et par la suite qui sont devenus de Da'm al-Saria. C'est l'armée soudanaise qui les formait au métier de la guerre, qui les entraînait, qui leur donnait des officiers en prêt, n'est-ce pas, en leur secondant des officiers pour établir leur système de procurement, disons, de chats ou bien de gestion de personnel, gestion d'équipement. C'est l'armée soudanaise qui, disons, leur permettait, n'est-ce pas, à recruter des jeunes gens, non plus au Darfour seulement, mais partout au Soudan. L'armée soudanaise, les forces d'intervention rapide sont parties ensemble comme des mercenaires dans la guerre du Yémen pour l'Arabie saoudite et pour les, disons, pour les Émirats arabes unis, n'est-ce pas? Les Saoudiens, les Émiratis payaient à la fois l'armée et les forces d'intervention rapide pour ce service de mercenariat dans la guerre du Yémen, en leur donnant de moyens économiques, n'est-ce pas? C'est aussi l'acquisition de richesses que toutes les forces, malgré le fait qu'elles sont les plus consommateurs des
des dépenses de l'État, mais l'argent qu'ils faisaient, par exemple l'argent pur que leur donnaient les pays du Golfe pour leur rôle dans la guerre du Yémen, elles gardaient ça pour les forces et pour les commandants des forces. Et ça a permis aux forces d'intervention rapide d'égaler l'armée soudanaise, non seulement dans la force physique, mais aussi dans, disons, la force financière et économique. Il y a une dimension de compétition économique, parce que tous les deux sont des forces qui étaient bien impliquées dans la grande corruption, n'est-ce pas? Et il utilise maintenant cette compétition-là finalement a fini par éclater. Donc il y a un lien pour vous entre ce qui s'est passé dans le Darfour et ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Certainement. Ça a commencé dès le premier moment, 2003, jusqu'à aujourd'hui, 2023, 20 ans. Il y a, comme disait Souleymane, il y a un lien d'abord, pas seulement parce que les individus qui s'affrontent, le président et le vice-président, ont tous les deux été déployés au Darfour, voire pour l'un d'eux et du Darfour et doit sa carrière à la guerre du Darfour, mais finalement les deux forces et l'état dans lequel elles sont liés à leur performance ou parfois manque de performance dans la guerre du Darfour. Et leur rivalité est ancienne, puisque dès le départ, les milices sont créées parce que l'armée n'y arrive pas, et donc en concurrence avec l'armée. Et cette concurrence est mal vécue dès le départ par beaucoup d'officiers. Il y a déjà eu des affrontements entre armée et milice, des actes de déloyauté, des trahisons, depuis le début de la guerre du Darfour. L'armée n'accepte pas facilement cette mise en concurrence, en fait, cette mise en compétition. Et puis donc, du coup, après la chute de Béchir, en 2019, renversé par des officiers des deux forces, alliés pour l'occasion, si on peut dire. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils se comportent un peu comme des héritiers du régime, mais des héritiers concurrents. Si on peut dire, Bourhan, c'est un peu le fils légitime, un officier comme Béchir, passé par les mêmes corps d'armée, les mêmes écoles, etc., la même corporation, et Métis, c'est le fils illégitime. Et donc, évidemment, la concurrence est forte. Donc, on voit qu'il y a évidemment une responsabilité d'abord primordiale de l'ancien régime, du régime Béchir. Puis, Laurent, vous le disiez, Laurent, il y a aussi évidemment une responsabilité de la communauté internationale, parce qu'auparavant, dans les conférences précédentes, on parlait du rôle possible d'organisations comme l'ONU. Et on voit bien que l'ONU a été totalement incapable de répondre à cette crise. D'abord parce qu'en fait, on parle tout le temps du Conseil de sécurité comme s'il s'agissait d'un corps à la fois supra-étatique, mais c'est juste le rassemblement de 5 États qui sont rivaux et qui ne se comportent pas du tout comme un arbitre des conflits. Mais au contraire, les conflits, ils sont pris en otage. Et ça a été le cas de la crise soudanaise depuis le départ. Cette crise a été prise en otage par des rivalités, donc évidemment entre les trois pays occidentaux, et de l'autre côté, la Chine et la Russie. Et cela bien avant la guerre en Syrie et bien avant, évidemment, la guerre en Ukraine. On pourrait aussi mentionner simplement le fait que d'autres organisations qui auraient pu jouer un rôle se sont aussi laissées prendre en otage par d'autres intérêts. Dans le cas des États-Unis, leur intérêt primordial depuis le départ, même s'ils ont pu faire des déclarations comme celle de Colin Powell ou Samantha Power, c'était de coopérer avec le régime Béchir dans la lutte contre le terrorisme islamique ailleurs qu'au Soudan. Et dans le cas de l'Union européenne, surtout depuis 2015 et ce qu'on appelait la crise migratoire en Méditerranée, ça a été de coopérer avec le régime Béchir, puis ses successeurs, pour bloquer la route migratoire qui est très importante entre le Soudan et la Libye, et donc la Méditerranée. Alors en forme de conclusion et avant de vous passer le micro, je vous propose que nous revenions justement sur cette ère du Darfour, que nous y revenions avec vous, Jérôme, puisque vous y étiez il y a quelque temps. Comment est-ce que 20 ans plus tard, la population gère le traumatisme de cette crise? Est-ce qu'elle parvient à produire une mémoire de ces événements? Est-ce qu'elle aspire d'ailleurs à une forme de réparation, même symbolique, au travers de la justice internationale? Ou est-ce qu'elle a perdu tout espoir à ce sujet? Jérôme. La photo, pour l'anecdote, la photo qu'on voit, c'est un village où en 2003, les Janjaouides qui étaient déployés à cet endroit-là ont reçu un ordre de massacrer la totalité de la population du village, alors que ce n'était pas du tout en zone rebelle, quoi. Et là, précisément, ce qu'on voit, c'est les restes d'une mosquée
où des survivants s'étaient réfugiés en espérant, donc, comme dans d'autres cadres de conflit, en espérant que le sanctuaire serait respecté, mais où ils ont été tous massacrés. Et on raconte aujourd'hui encore que quand on passe à proximité, on entend les fantômes, en fait, qui prient, ou on entend l'azan, l'appel à la prière du muezzin. Voilà. Et ce qui est la particularité du Darfour, hein, c'est qu'on ne sait même pas où sont les cadavres. C'est ça la particularité du Darfour par rapport à d'autres endroits, l'Ukraine ou même la Syrie, c'est que la mémoire est presque impossible parce que tout simplement, tout a soit disparu avec le temps, soit été bien camouflé, comme on le voit d'ailleurs partout ailleurs. Mais là, il y a eu très peu finalement de documentation. D'abord peut-être parce que contrairement on parlait de la Shoah ou du Rwanda, les auteurs des crimes n'ont pas perdu la guerre. Alors bien sûr, en 2019, le premier responsable a été renversé, mais même le gouvernement civil au pouvoir n'a pas vraiment tenté de le traduire en justice. Béchir a été traduit en justice au Soudan pour corruption et pour le coup d'État de 1989. Mais il n'a pas été traduit en justice pour les crimes commis dans le cadre des conflits au Darfour et ailleurs au Soudan. Il a été renversé, on le disait, pas par les manifestants pro-démocratie, mais par ses propres généraux, qui n'ont pas forcément envie qu'il soit traduit en justice. Et donc c'est pour ça que par la suite, après 2019, la violence a continué au Darfour. Il y a eu des accords de paix, il y a eu un accord de paix, il y a eu des documents, des accords de transition. Il y a des dispositions dans tous ces documents qui parlent de justice et de justice transitionnelle, y compris de ce qu'on appelle vérité et réconciliation, etc. Et ces dispositions n'ont pas pu être appliquées, en particulier parce que, fondamentalement, il n'y a pas de volonté politique dans les différents camps qui se partagent le pouvoir. Et c'est pour ça qu'avant même la crise du 15 avril, donc l'affrontement des deux forces, tout le monde était focalisé sur les tensions quotidiennes, notamment entre les deux forces en présence. Donc la présence de Boran et de Hemeti, qui sont encore au pouvoir, elle rend aussi difficile d'examiner le passé. Tout ça, mémoire, vérité, réparation, justice, pour moi, dans les années qui ont précédé, aujourd'hui encore plus, c'est presque impossible. Souleymane Balo, vous partagez ce constat 20 ans après, toujours difficile de parler de mémoire. Il y a quelque chose de particulier dans la communauté de Darfour. Depuis cette succession de conflits des années 90, les Arabes, pour la première fois comme alliance entre différents clans d'origine arabe contre, disons, les communautés d'origine africaine, n'est-ce pas? Auparavant, c'était toujours des conflits très localisés, donc très faciles à contenir par les mécanismes traditionnels de prévention, de résolution de conflits. Au Darfour, ce sont des traditions qui datent depuis des centaines d'années. Ce sont des traditions qui sont codifiées, écrites. Il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui la conférence de réconciliation tribale. Et c'est pourquoi il y a une longue tradition, depuis des centaines d'années, pour les gens, les communautés qui entrent en conflit, de documenter ce qui leur arrive. Parce qu'au moment de la réconciliation de la conférence, chaque groupe vient avec, disons, la documentation de ses pertes, de ses victimes, des gens tués, blessés et tout ça, et l'objet de la réconciliation pour qu'il y ait reconnaissance de vérité par le groupe qui est considéré, disons, et là il y a une médiation indépendante des groupes, disons, de chefs tribaux qui ne sont pas impliqués dans ce conflit et qui viennent être comme juges traditionnels entre les deux groupes. Et leur mot est respecté par tout le monde, n'est-ce pas? Alors, cette tradition de documentation n'a pas été perdue lors de la crise de 2003-2004, malgré le fait qu'il y a eu une expansion énorme de ces conflits qui n'étaient pas même naturels ou bien organiques comme cela a été le cas auparavant. Mais de toute façon, la communauté prenait note de ce qui leur arrivait et qui l'a fait, pas individuellement, mais le groupe qui les a attaqués, dans quelles conditions et ainsi de suite. Et ils essayaient de faire, disons,
un plaidoyer auprès des autorités de Khartoum lorsque les attaques commençaient. Donc il envoyait des listes et des listes des attaques des villages qui ont été brûlés à Khartoum, et par la suite ils ont compris que c'est Khartoum qui est en train de diriger tout cela et il n'y aura pas de secours de Khartoum, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de, disons, de documentation qui est faite par les victimes mais qui n'ira nulle part. Tous les accords de paix depuis Abuja et puis Doha et maintenant Juba 2020 parlent de justice de transition. Lorsque, après Abuja, on a établi la commission, par exemple, de compensation, je ne sais pas aucune communauté qui a été compensée ou un groupe de déplacés qui ont été réhabilités à cause de l'existence. C'était un moyen d'employer des combattants dans le groupe armé qui ont signé les accords de paix. Ce n'était pas pour les victimes. C'était une façon de faire une sorte de, disons, de compensation pour les chefs rebelles pour qu'ils s'arrêtent leur insurgence contre le gouvernement, mais pas avec le souci disons, de compenser les victimes ou bien d'essayer de garder des mémoires. La mémoire, c'est les victimes eux-mêmes qui la gardent, n'est-ce pas? Dernier point, lorsque, disons, Ali Kochep, un chef, disons, Janjaweed, s'est rendu à la CPI, et le jour où il est apparu devant le tribunal pour la première fois, les victimes, les déplacés dans les villages où il a sévi, se sont déplacés collectivement pour le site où ils savent, c'est l'exception à la règle, ils savent où les victimes sont enterrées, pour faire la prière et dire enfin il y aura une petite justice pour nous, parce que la personne qui a commis ce crime et qui a tué ces gens est maintenant devant le tribunal international de justice, n'est-ce pas? Donc les gens savent très bien que la justice est encore à réaliser au Soudan. Ils ont encore l'espoir dans cette justice. Ils ont toujours l'espoir. Merci, merci à tous les deux. Merci à vous, Souleymane Baldo, Jérôme Toubiana. Je vous propose qu'on passe le micro à la salle maintenant pour des questions et des commentaires. Pendant ce temps-là, je fais apparaître derrière nous une bibliographie succincte. Alors, il y a deux questions. Peut-être qu'on va prendre les questions une par une. Monsieur, oui, là-bas. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si, au-delà des rivalités ethniques dont on parle depuis une heure, est-ce qu'il y aurait implicitement des raisons religieuses qui auraient pu jouer un rôle quelconque? Est-ce qu'il y a d'autres religions que l'islam dans ces régions, ou en majorité sont tous musulmans? Oui. Bonne question. Parce que tout le monde est musulman au Darfour? Tout le monde est musulman et tout le monde pratique Tijaniya, pratiquement, c'est-à-dire le même secte soufi, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas empêché certains musulmans Tijaniya d'attaquer des communautés entières et les tuer, n'est-ce pas? Et donc le facteur religion n'était pas une motivation, c'était vraiment la politique centrale du gouvernement du Soudan, n'est-ce pas? Le pouvoir et la protection de survie du régime de Bachir. Je pense que d'ailleurs, le fait que tout le monde soit musulman a été plutôt une gêne pour le gouvernement, pour justifier la violence. Parce qu'au Soudan du Sud, où les gens étaient plutôt chrétiens et revendiquaient même le christianisme pour avoir du soutien occidental, ou même dans les monts Nouba et au Nil Bleu, où il y a des fractions de la population qui sont chrétiennes, le gouvernement pouvait faire appel au djihad, et l'a fait. Et ça permettait de mobiliser, y compris des militants islamistes, et de les transformer en soldats, et aussi même de requalifier les musulmans de ces régions-là, parce qu'il y a aussi des musulmans au Soudan du Sud, dans les Mombas, comme des apostats, pour justifier le djihad. Au Darfour, ce n'était pas possible, donc, d'où aussi le recours à l'arabisme, un peu comme une idéologie de substitution. Monsieur ? Oui, j'ai deux questions. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Souleymane Baldo, n'ont été mobilisés ou ne se sont mobilisés dans les Janjaweed que certaines communautés tribales, petites tribus, mais pas d'autres grandes tribus du centre du Darfour, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Ma question, c'est est-ce que ces tribus qui ne se sont pas mobilisées dans les Janjaweed sont restées en dehors des Janjaweed, et quelle est leur attitude aujourd'hui face au conflit actuel? Et ma deuxième question, c'est
comment ont été réintégrés dans le jeu politique soudanais les anciens rebelles? Je crois que certains ont été réintégrés. Et quelle est leur attitude aujourd'hui dans le conflit qui oppose Al-Burhan à Hemeti? Merci. Est-ce qu'on répond à toutes les questions d'un coup ou bien on fait... Oui, on va peut-être répondre à ces deux questions-là et puis on prendra d'autres questions après. Oui, Souleymane. Souleymane, tu prends la première question, je prends la deuxième si tu veux. D'accord. Ah bon, donc, il y a eu plusieurs vagues disons, de recrutement de milices tribales. Par exemple, dans l'année 1993-14, il y avait une tentative d'incursion dans le Darfour par le Sudan People's Liberation Movement, le SPLM de John Garang, en recrutant des jeunes, disons, fours qui étaient mécontents du régime de Omar al-Béchir. Et à ce moment-là, ce régime-là avait recruté des milices parmi les grandes tribus Bagara de Sud Darfour, du centre de Darfour, par exemple, les Habbaniya, Bani Halba, Taïcha, Rezegat, et ainsi de suite. Ce sont les grandes tribus bien établies avec l'Irdar et tout ça. Et pour les compenser, disons, le gouvernement de Béchir avait commencé à subdiviser le Darfour dans des unités de plus en plus petites pour compenser cette tribu, avec maintenant des unités d'administration locale moderne et même rediviser le Darfour comme État fédéraux pour les compenser pour les plus grandes tribus. L'État de l'Est du Darfour, par exemple, on considère ça comme un État pour les Rezegat Bagara de Sud Darfour. Au moment de l'éclatement du conflit, l'insurgence de 2003, ces troupes-là ne voyaient pas pourquoi elles devraient s'attaquer à toute la communauté de Four ou bien à toute la communauté de Massalit. Elles n'avaient pas des problèmes avec eux, n'est-ce pas? Et donc, ils n'ont pas rejoint cette campagne en particulière. C'était, disons, seulement les petits clans de groupes de Rezegat du Nord Darfour, les éleveurs de chameaux, qui n'ont pas droit à des titres de terre traditionnels, d'art, n'est-ce pas? Qu'on leur a promis qu'on va leur octroyer les terres dont on va chasser ces grandes communautés des agriculteurs. Et aussi, il y avait les paiements et la reconnaissance du gouvernement et d'avoir un numéro militaire, ça veut dire un paiement régulier et tout ça. Ce sont des communautés quand même très pauvres et l'attrait de paiement, l'attrait de promesses d'avoir, disons, la sanction du gouvernement pour porter les armes tirées sur les gens sans conséquence, ça a aussi été un retrait là. Et il y a donc le fait de cette violence extrême des clans de Nord Darfour. Jérôme, pour les groupes rebelles. Pour les groupes rebelles, donc, malheureusement, si on peut dire, ils ont toujours été divisés entre eux, mais les divisions n'ont pas toujours été les mêmes. Et donc, leurs alliances concurrentes ont beaucoup évolué. Après, quand ils sont rentrés au Soudan, après, pour ceux qui ont signé l'accord de paix de Djouba en 2020, ils sont rentrés progressivement au Soudan. Localement, au Darfour, ceux qui sont du Darfour, parce qu'ils n'étaient pas tous du Darfour, ont repris le contrôle des territoires qui étaient ceux de leur communauté, en particulier au Nord Darfour. Et donc, ils s'y sont réimplantés pacifiquement de manière assez efficace, petit à petit. Et à Khartoum, ils ont essayé de peser dans le jeu politique de manière différente, mais séparée. Donc, une partie, en octobre surtout, 2021, il y a eu un coup d'état militaire de la composante militaire, y compris l'armée et les RSF, unis pour la deuxième fois de leur histoire. La première fois, c'était pour faire tomber Béchir. Ils sont unis de nouveau, malgré leur plutôt désaccord permanent, et ils ont fait tomber la composante civile du gouvernement de transition. Mais à ce moment-là, les rebelles du Darfour notamment ont pris des positions opposées. Certains ont soutenu le coup militaire, d'autres l'ont condamné. Ceux qui l'ont condamné sont restés ou se sont rapprochés des partis politiques civils éjectés du pouvoir dans le groupe qu'on appelle les Forces pour la liberté et le changement. Les autres ont formé un groupe concurrent. Et puis récemment, il y a quelques mois, donc quelques mois avant la crise actuelle, il y a eu un petit coup surprise de Hemeti qui s'est rapproché du pôle civil. Et du coup, les autres se sont retrouvés un peu tout seuls avec l'armée. Mais après la crise actuelle, d'une certaine manière,
met fin à ces petits jeux politiques, enfin on peut l'espérer, d'autant qu'elle a montré leur danger en réalité. Et donc les rebelles, pour l'essentiel, hein, se présentent aujourd'hui comme neutres. De toute façon, ils savent que pour leurs combattants à la base, il serait difficile de s'allier avec l'un ou avec l'autre, les deux étant leurs oppresseurs historiques. Il est peu probable qu'il n'y ait certainement pas beaucoup de combattants du Darfour qui auraient envie de risquer leur vie pour l'un ou l'autre. Ça, c'est pour, disons, la majorité silencieuse qui, quand même, lie un peu les mains des chefs politiques et autant leur capacité à faire des choix politiques en période, des choix purement politiques est forte, même si pas toujours comprise, leur capacité, par contre, à orchestrer des choix militaires qui impliquent la vie des gens est plus limitée. Donc, ils se présentent comme neutres, voire comme médiateurs, et comme protecteurs des civils, prêts à attaquer l'une des deux forces si elle s'en prenait aux civils, au Darfour en particulier, dans leur communauté. Et aussi protecteurs, évidemment, de tout ce qui est accès à l'aide humanitaire, etc. Donc, on peut voir si ça dure et comment ça va se passer, mais c'est pas stupide politiquement de la part de ces rebelles, parce que il est probable que l'avenir leur donnera raison. Ils savent que c'est un bon pari sur l'avenir, notamment vis-à-vis des acteurs internationaux qui pourraient éventuellement les récompenser en leur donnant plus de place au pouvoir, hein, ce qui est évidemment le but ultime, si ils contribuent à limiter les dégâts plutôt qu'à les aggraver. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. Thank you very much, Mr. Chairman. Je peux traduire pour vous. If you allow me to speak in English. Yes, of course, we'll translate. Suleiman will translate. Oui, je vais traduire pour vous là. English or Arabic? That's for clarity's sake. D'accord. Express myself. My name is Mr. Ali Trayo. Myself, I'm from Darfur, Sudan. I would like to thank you for the floor and also extend my thanks to Mr. Dr. Suleiman Baldo and Dr. Jérôme Tupiana. Je m'appelle Trayo, je suis de Darfour. Je voudrais remercier les organisateurs et les intervenants dans cet événement. I don't have a specific question, but I would like to conclude my intervention with some relevant remarks. Je n'ai pas de questions, mais j'ai quelques remarques à faire. Et si vous... نتكلم طوال أنا حترجم لك. Il faut parler tout le temps. Okay. Number one is this dramatic situation boils down to the failure of the elite, both military and the civilian. Les situations actuelles peuvent être attribuées à la faillite des élites, soit militaires ou civiles à la fois. Secondly, the whole history of Sudan, the present history of Sudan is just a story of genocide, because ever since the independence, the country has lost about 4 million people. Toute l'histoire du Soudan depuis l'indépendance, c'est une histoire d'un génocide continuel. Le pays a perdu plus de 4 millions de gens. Especially in southern Sudan, and about 500,000 from Darfur. En particulier au Sud-Soudan et au Darfour, où on a perdu un demi-million. The ongoing conflict is an extension of Darfur conflict. Les conflits aujourd'hui, c'est une continuation du conflit du Darfour de 2003-2004. Because the RSF itself, the Rapid Support Force, was purposely created to quell the movements in Darfur. Parce que les forces d'intervention rapide ont été créées spécifiquement pour supprimer et mater la rébellion au Darfour. If all things remain equal, I think the genocide in Khartoum will be larger than what happened in
genocide in Khartoum will be bigger and deeper and complicated than what happened in Darfur, because this is an urban warfare. Si les choses continuent dans la trajectoire maintenant, Khartoum sera la scène aussi d'un génocide plus grand que celui de Darfour, parce qu'il y a une guerre urbaine qui se joue là-bas maintenant, et les deux parties continuent à mener cette guerre urbaine. Of course, apart from the humanitarian life, it also causes the destruction of the infrastructure. It attracts looting, inflict rape, and cause a major public trauma in the Sudan. Déjà, on voit que cette guerre urbaine a causé la destruction des infrastructures. Il y a eu beaucoup de cas de viol et il a causé beaucoup de conséquences humanitaires très graves. The longer the war continues, the deeper the crisis will be. It's also noticeable that international media has shut off for the last almost 6 days. Ça n'aide pas beaucoup que les médias internationaux qui donnaient, disons, les nouvelles de ce qui se passe sur le terrain ont arrêté de le faire depuis il y a une semaine à peu près. I can't see the reason as to why, but the message is that you fighters eat your fire. Maintenant, je ne vois pas quelle est la raison, mais ça veut dire que tout le monde néglige ce qui se passe au Soudan. In a dark room, Donc, continuer à vous entretuer, ce n'est plus disons, un souci pour le monde. the war will definitely have an spillover, larger spillover into the neighboring countries. Cette guerre s'étendra certainement dans les pays voisins, especially taking into consideration the presence of mercenaries like Wagner. À cause de la présence aussi des groupes comme Wagner Group dans le pays, which is already existing in Sudan and tied with some internal forces. et disons, il y a des rapports comme quoi ils sont en train de s'impliquer avec l'une des parties. On the specific case of Darfur, there could be more, perhaps more crisis could happen as a spillover from Khartoum. Darfour est au risque d'être, disons, victime de l'effet de ce qui se passe à Khartoum. As we are sitting, the governor of Darfur has created a joint force from the movement's army to purposely protect the civilians and international agencies in Darfur. Alors qu'en ce moment, le gouverneur de Darfour a créé une force conjointe de l'armée, des forces d'intervention rapide et des forces de mouvement pour la protection civile. On Jeddah initiative, I think it is a welcome step, but in practical terms, the ceasefire cannot hold without a robust international intervention. C'est ce qu'on a signé à Jeddah comme accord sur les principes humanitaires. C'est un bon pas dans la bonne direction, mais il ne peut pas être, disons, appliqué sans un mécanisme international très fort pour observer la compliance avec ce terme.
Oui, avec une force internationale, d'accord. Une force internationale But d'intervention. unfortunately, I don't see that possibility. And thank you very much, Mr. Chairman. You're welcome. Il ne voit pas cette possibilité se réaliser. Merci pour votre contribution, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, je voulais savoir, vous avez parlé donc d'un État monoreligieux. Ceci étant, quel est l'héritage, quels sont les liens entre l'héritage de la traite arabo-musulmane et la construction identitaire au Soudan? Qui répond? Tu réponds? Tu veux que je réponde? Ok. D'abord, peut-être un petit commentaire par rapport à ce que Ali vient de dire. Ali est d'ailleurs un des fondateurs de l'armée de libération du Soudan, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que c'est important. Moi, je pense que la crise actuelle est très grave, mais pour voir le côté positif, pour l'instant, c'est probablement la première fois dans l'histoire du Soudan qu'il y a un conflit entre deux forces armées, et non simplement un conflit entre une force armée et des communautés civiles. C'est la première fois que des civils ne sont pas pris pour cible, mais essentiellement victimes de dommages collatéraux, de tirs croisés, bombardements aériens et d'artillerie indiscriminée. À part à Jenaina, où le conflit ancien entre arabes et non-arabes continue. Pour l'instant, à Khartoum, il n'y a pas une communauté qui est identifiée comme étant à nettoyer, si on peut dire. Donc c'est la première fois. Ça n'a jamais eu lieu auparavant depuis 1956. Donc ça, c'est pour le côté optimiste, on peut dire. Mais j'espère que ça va durer et qu'il va falloir que la communauté internationale fasse pression justement pour éviter que ça devienne ce que les guerres au Soudan ont toujours été par le passé, comme Ali le disait aussi, ce paradigme en fait de systématiquement prendre pour cible les communautés des combattants, comme ça se fait aussi au Soudan du Sud, hein, en héritage du Soudan. Pourquoi, par exemple, le village du vice-président soudanais du Sud, Riek Machar, a été détruit 3 ou 4 fois depuis 2013, alors que c'est juste un village, parce que c'est la manière dont les guerres ont toujours été combattues au Soudan, et cet héritage a été hérité au Soudan du Sud. Par rapport à la traite et l'esclavage, ça a effectivement culturellement été un facteur historique fort au Soudan. Le Darfour lui-même est une partie de l'économie du sultanat précolonial du Darfour, c'était la traite, avec une route qu'on appelle la piste des 40 jours du Darfour vers l'Égypte, qui était quand même pas seulement une route où on vendait des chameaux comme aujourd'hui, mais une route où il y avait des caravanes absolument phénoménales, hein, selon les témoignages des voyageurs qui l'ont emprunté au XVIIIe et XIXe siècle, d'esclaves qui venaient notamment de l'actuel Soudan du Sud. Donc ça, c'est un paradigme fort. Ça fait qu'il y a toujours des situations à l'intérieur du Soudan aujourd'hui qui peuvent être équivalentes à de l'esclavage. Et au moment de la crise du Darfour, il y avait des stigmatisations des populations visées qu'on traitait d'esclaves, non? Enfin, pendant les violences. Oui. On le disait, mais disons, par rapport à l'esclavage, j'ai fait un rapport avec un collègue en 87 sur les campagnes de milices recrutées parmi les groupes éleveurs disons, Bagara, de Sud Darfour, de Sud Kordofan, que le gouvernement de Khartoum envoyait dans le Sud-Soudan, le nord de Bahr al-Ghazal, à Ali Nil. Et eux, ils revenaient avec des sudistes, femmes et enfants, qu'ils gardaient comme travailleurs forcés, n'est-ce pas? Ce n'était pas l'esclavage en termes de traite, mais c'est la ressurgence de pratiques esclavagistes. Donc, prendre des êtres humains, surtout enfants et femmes, et les forcer à travailler pour vous sans rien, n'est-ce pas? Et leur vie ça coûtait rien, n'est-ce pas? Et c'était pratiqué à un niveau très élevé. Donc, la politique de milice avait beaucoup de dégâts dans les sociétés, dans la composante, identitaire de Soudan, parce qu'il avait comme résultat, la résurgence des pratiques esclavagistes au Darfour, n'est-ce pas?
Ça, c'est une dimension. L'autre dimension, on décide de s'attaquer aux groupes non arabes, c'était bon de les rappeler tout, n'est-ce pas? Comme esclaves, comme vous êtes. Ça n'aidait pas ces communautés qu'ils étaient aussi des musulmans, qu'ils étaient des gens qui mémorisaient le Coran, qu'ils étaient parmi les plus pratiquants des musulmans de Soudan, et ainsi de suite. Ça ne faisait rien pour un gouvernement qui se disait islamiste, qui était géré par le mouvement des frères musulmans, n'est-ce pas? Ça montre, disons, le pouvoir nu d'un régime totalitaire qui se donnait un contenu idéologique, soi-disant de l'islam. En réalité, c'était le totalitarisme, n'est-ce pas? Qui est très vicieux, n'est-ce pas? Donc, ça continue avec nous jusqu'aujourd'hui. En fait, on voit les deux dimensions dans l'héritage du passé esclavagiste. Il y a une dimension qui sont liées à des pratiques, par exemple, de travail non rémunéré, et une autre dimension qui est liée à, dans le cadre des guerres, la qualification des communautés non arabes. Ça a été le cas en particulier au Soudan du Sud, mais aussi au Darfour, dans les Mandouba, des insultes comme esclaves ou d'autres, et qui permettent de les déshumaniser, hein, comme dans les processus qu'on a décrits précédemment ailleurs. Merci. Oui, monsieur, une question? Bonjour, merci. Est-ce que les comités de résistance qui ont essaimé partout dans le pays à partir de 2019 se sont saisis de cette question de la justice transitionnelle au Darfour et dans le reste du pays, pas au Darfour? Souleymane, peut-être. J'étais au mois de mars dernier au Soudan pour aider les forces de changement, les forces politiques pro-démocratiques dans leurs négociations avec les militaires. Et il fallait organiser des conférences sur la question des justices de transition. Le Darfour était, disons, la plus avancée dans cette pratique, n'est-ce pas? Ils avaient déjà démarré le mouvement en organisant 3 conférences régionales au Darfour sur ce que les gens, les victimes et les communautés victimisées veulent d'une politique de justice de transition lorsqu'il y en aura un après la signature de cet accord politique qui aurait ramené au pouvoir un gouvernement de réforme et un gouvernement qui veut appliquer la justice, n'est-ce pas? Et donc, il y a une demande de justice de transition qui est énorme au Darfour. Ce sont les associations de jeunes au niveau de la communauté locale et au niveau de la société civile locale, les corps surtout d'avocats et des jeunes, disons, des jeunes dans la société, partout dans les 5 États de Darfour, qui sont, disons, qui mènent cette demande de justice à partir de Darfour. Et en s'inspirant de ce modèle-là, notre comité qui conseillait donc les Forces of Freedom and Change, les forces de liberté et de changement, on a, disons, il faut appliquer le même modèle darfourien ailleurs. Donc on a organisé des conférences à Gadarif, dans les autres États de l'Est, du Nord, du Centre, et puis une conférence nationale qui venait des communautés locales plutôt que, disons, décider à Khartoum et puis amener des gens pour dire ce qu'ils pensaient, n'est-ce pas? C'était la seule conférence qui devait mener à cet accord politique qui venait de base. Et les comités de résistance sont des acteurs centraux dans tout cela. Aujourd'hui, oui. Pardon? Oui, 4 conférences, oui, c'est bien cela. Rachid, il en sait quelque chose parce qu'il était parmi les forces de changement. Il y avait 4 conférences, oui. Alors, je veux dire quelque chose pour démontrer aussi le rôle du comité de résistance. Aujourd'hui, au Darfour, il n'y a pas de combat dans l'état de l'Est du Darfour et dans l'état du Nord du Darfour entre les garnisons, les unités de l'armée soudanaise et des
forces d'intervention rapide, parce que les mécanismes de prévention des conflits sur le niveau local ont joué leur rôle. Ils ont persuadé le commandant des forces de l'armée et des forces rapides de ne pas s'entretuer et détruire la ville et les populations civiles en le faisant dans ces deux États, n'est-ce pas? Et au sud de Darfour et au centre de Darfour, il y a deux autres États qui se sont inspirés de ce modèle. Ils sont arrivés à une forme, disons, de telle entente locale, mais c'est un peu plus précaire qu'à l'est et au nord de Darfour. Jenéna, c'est une autre histoire, l'ouest de Darfour, parce que les choses là-bas ont vraiment pris une tournure très, n'est-ce pas, très négative avec les combats qui ont eu lieu cette semaine même. Alors, à Niala, par exemple, les jeunes gens disons, comité de résistance sont en train de faire un travail énorme et admirable de combattre, disons, les médias sociaux qui répandent, disons, les appels à la haine ethnique, n'est-ce pas? Pour dire aux gens, il ne faut pas suivre ces appels dans vos WhatsApp et TikTok et tout ça. Et il faut un travail pour prévenir que les choses deviennent plus compliquées qu'elles le sont déjà. Merci Souleymane. D'autres questions? Oui. Oui, excusez-moi, j'ai peut-être pas encore tout à fait tout bien compris, donc je vais peut-être poser une question un peu idiote. Je voulais savoir, dans la conférence précédente, Yves Termont disait le génocide des Arméniens, c'est une réussite. Donc là, je pense que on en est où en fait sur la situation? Vous avez parlé d'énormes camps de réfugiés qui existent autour de Khartoum. J'entends aussi parler du fait que dans le Darfour, il y a quand même aujourd'hui, ce que vous venez de dire, Souleymane, des gens qui arrivent à résister à la reprise de violence, en tous les cas, même si elles ne sont pas tout à fait du même type. Mais est-ce que finalement les populations qui ont été... bon, il y a des populations qui ont été assassinées, mais d'autres qui ont été énormément déplacées. Quel est l'espoir pour eux, en dehors de celui de la justice, de revenir Comment vous voyez la situation, en fait? D'abord, ça dépend beaucoup des endroits. Il y a par exemple des endroits comme au nord Darfour, où les rebelles sont rentrés, sont assez forts, et on voit des gens qui... Il y avait déjà des retours avant, mais on voit des gens qui rentrent, et puis ça dépend beaucoup de l'équilibre des forces aussi. Qui peut créer une nécessité pour même les gens qui les ont précédemment chassés de vouloir se réconcilier. Par contre, à l'ouest Darfour, par exemple, Souleymane parlait de Jenéna, on peut dire que c'est un État où 50% de la population s'est trouvée déplacée ou réfugiée au Tchad. Ceux qui ont voulu rentrer, ils sont de nouveau victimes d'attaques. Et par ailleurs, et je pense que c'est quelque chose que vous avez pu observer aussi dans d'autres endroits, après que Béchir a été déposé en 2019, ces gens qui voulaient rentrer ou qui étaient déplacés, ils ont commencé à vouloir résister, voire reconquérir leurs terres notamment, et donc à essayer de se procurer des armes et à se battre. Et en tout cas, en termes d'image et de qualification, ça change tout pour les observateurs extérieurs. Les observateurs extérieurs ont du mal à admettre que quelqu'un qui résiste est quand même une victime. Ça devient un conflit équilibré même quand il ne l'est pas, alors que ça reste très asymétrique. Même quand ces victimes qui tentent de résister proclament une victoire, par exemple d'avoir tué tant de leurs adversaires, on voit bien que c'est quand même leur communauté qui paye le prix à cause du déséquilibre et qui est toujours déplacé, que même le camp de déplacés est totalement brûlé, etc. Donc voilà, on voit que tous ces problèmes continuent à se poser parce que je ne pense pas que c'est difficile de dire qu'un crime a été réussi ou pas réussi. Par contre, on peut le juger à l'aune pas seulement des morts, mais de l'impossibilité à rétablir la situation d'avant. Et ça, je pense que c'est vraiment le cas au Darfour. Le Darfour ne sera jamais plus comme avant. Merci. D'autres questions? Écoutez, merci à tous. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions, d'avoir réussi à jeter cette lumière sur ce qui se passe depuis 20 ans dans
dans l'ouest du Soudan. Je vous rappelle que cette rencontre est à retrouver sur les environnements numériques du Mémorial de la Shoah, mémorialdelashoah.org.